Dans l'actualité de ce vendredi 11 juillet, d'abord, parlons de Québec qui effectue un inventaire de ses forêts dans 11 régions du Québec, dont la nôtre, Chaudière-Appalaches. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui entreprend une importante opération d'inventaire forestier qui se déroulera jusqu'au 17 novembre prochain dans les forêts publiques et privées de plusieurs régions du Québec. Cette démarche qui vise à dresser un portrait précis et actualisé des forêts québécoises tout en tenant compte des impacts des changements climatiques. Donc, c'est à noter qu'aucun arbre ne sera abattu. C'est ce qui est important dans cette nouvelle-là parce que ça nous concerne. On est une région forestière. On sait, Chaudière-Appalaches, il y a beaucoup de forêts dans notre région. On est une région riche en forêt. Alors, ce qui est important de mentionner de la part du ministère, c'est qu'aucun arbre ne sera abattu au cours de cet inventaire général. Seuls des rubans marqueurs et de la peinture colorée seront utilisés pour identifier certains arbres et de petits échantillons de sol pourraient être prélevés. Les propriétaires de boisés privés seront informés par écrit avant toute intervention et les prestataires de services coordonneront leurs activités avec les gestionnaires de ZEC, pourvoiries et réserves fauniques afin de respecter les périodes de chasse. Donc, aucun inventaire ne sera effectué durant la première fin de semaine de chasse à la carabine, à l'orignal ou au cerf de Virginie sur les territoires libres. Donc, grâce à cet exercice de grande envergure, le gouvernement du Québec entend maintenir une gestion durable de ses forêts tout en enrichissant ses connaissances sur l'évolution des écosystèmes essentiels à l'environnement et à l'économie du Québec. Donc, je pense que c'est une bonne idée et une bonne démarche de la part du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches qui franchit une étape importante en matière d'accès aux services de santé en mettant en place un tout nouveau guichet unique pour les demandes d'interruption volontaire de grossesse. Cette initiative qui vise à simplifier et harmoniser l'accès à ce service essentiel pour toutes les personnes de la région qui souhaitent prendre une décision éclairée concernant leur grossesse, donc accessible en ligne et par téléphone. Le guichet unique permet à la clientèle de s'informer facilement et d'être orientée rapidement vers les ressources appropriées pour un accompagnement adapté à leur situation. En offrant ce service de proximité, le CI3S de Chaudière-Appalaches répond à un besoin exprimé dans la communauté et contribue à améliorer l'expérience des personnes qui sollicitent un avortement en leur assurant un soutien constant et une information complète. Ben voilà, mercredi matin, on apprend que Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Seine depuis 3 ans, mais à l'emploi des Arts de la Seine depuis 17 ans. Elle a été tout près de 15 ans aux côtés de Christian Noël. Ben que Cynthia quitte les Arts de la Seine de Montmagny. Ça, on apprend ça mercredi matin. Mercredi après-midi, un autre communiqué qui entre, et cette fois-ci, c'est de l'Anglicane, ce qu'on appelle l'espace DCL, alors l'Anglicane de Lévis, qui annonçait la nomination majeure, une nomination majeure à la tête de son organisation. C'est que Mme Cynthia Lamontagne, qui était directrice générale des Arts de la Seine, s'en va, directrice générale de l'Anglicane à Lévis. Donc, Cynthia qui prend de grosses décisions. Et je vous le dis, pour avoir beaucoup travaillé avec Cynthia pendant presque tout le temps qu'elle a été là, parce que CMA-TV, ça fait 15 ans, et il y avait eu CFL pendant 20 ans. Alors, je travaille avec Cynthia, et nous travaillons, toute l'équipe, avec Cynthia Lamontagne, et je suis surpris de l'annonce de son départ, et triste aussi, parce que c'est une perte pour notre région que de voir partir Cynthia pour la région de Lévis, parce qu'elle était impliquée, elle était entre autres active dans le Club Rotary. Également, elle a participé aux travaux consultatifs de la culture de la ville de Montmagny. Elle a siégé sur divers comités et jurys et également sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce, mais elle a joué un rôle très important et déterminant dans le projet de rénovation majeure de la salle Édouine Bélanger. Ça fait presque 3 ans, si ce n'est pas plus, qu'on a déposé ce projet-là. Est-ce que c'est une des raisons de voir ce projet-là s'étirer? Et je ne vois pas, honnêtement, là, je ne parle pas pour Cynthia, je parle pour moi, je ne vois pas l'aboutissement de ce projet-là. Parce que là, on a reçu Madame la directrice du Centre de services scolaires, Mme Bégin,
qui nous mentionnait qu'il y a actuellement pour le projet culturel culturel et sportif de santé durable, il faut toujours se souvenir du Centre culturel et sportif en santé durable, voilà le vrai nom que ce projet-là porte. Ça a commencé par le dépôt au ministère des Communications et de la Culture et des Communications. C'est Christian Noël, dans le temps, qui avait déposé ce projet-là. Et après quoi a suivi le dépôt du projet pour le Centre culturel et sportif en santé durable. Et là, il y a, ce que Mme Bégin nous disait sur nos ondes un peu plus tôt, là, ce printemps, c'est qu'il y a actuellement 54 millions de dollars avec l'argent obtenu là, du député de Côte-Sud, du gouvernement. Là. Il y a actuellement 54, je vais le dire, il y aurait, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Mme Bégin, il y aurait 54 millions de dollars dans les coffres pour l'aboutissement d'une partie de ce projet-là. Et Mme Bégin, sur nos ondes, a annoncé qu'il y avait 40 millions de dollars qui seraient utilisés pour le côté sportif. Donc, le côté sportif, ce que Mme Bégin nous a dit, ça va se faire. Il semblerait qu'actuellement, on fait des études puis sur le terrain là, pour commencer les travaux prochainement. Ça, c'est ce qu'on a entendu. Mais le projet, au moment où on en a parlé, était rendu à 77 millions. On est parti de 40 quelques millions. Et là, ce projet-là est rendu à 77 millions. Comme tous les projets, on regarde le troisième lien, le tramway, là, tous les projets qui, les budgets explosent à n'en plus finir. Mais là, il resterait 14 millions. Mais le projet de la salle, de mémoire, là, il me semble que c'est 23 millions. Alors, il en manque. Et il manquerait une vingtaine de millions. Parce que c'est un projet majeur aussi, la réfection de la salle Édouard Bélanger, parce qu'on refait toute l'entrée de l'école et on refait le foyer. En tout cas, c'est un gros projet. On y rajoute presque 200 places. Et là, ben, on a eu la réponse pour le côté sportif de ce projet-là. Et au niveau culturel, ça fait 3 ans, 4 ans, et on a été les premiers là, à déposer ce projet-là de la part des Arts de la Scène. Et là, ben, il ne se passe rien. Puis imaginez-vous qu'avec les coupures qu'on voit en éducation puis en santé, pas sûr que le gouvernement va nous annoncer une vingtaine de millions prochainement pour l'aboutissement de ce projet-là. On sait que la volonté locale est là. On sait que Desjardins, Promutuelle Assurance, également, il y a Daniel Lachance qui a mis des gens qui ont déjà investi dans ce projet-là, mais il en manque encore. Et quand ces argents-là vont arriver, on ne le sait pas. Alors, est-ce que c'est une des raisons, et je ne veux pas parler pour Cynthia, puis je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, pas du tout, mais peut-être que ça peut être une des raisons, mais il y en a probablement d'autres. Et pour elle, je pense que c'est un beau pas en avant dans sa carrière comme directrice d'un diffuseur. Alors, je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite parce que c'est une femme qui a ça dans les veines, cette vocation de directrice générale. Elle a beaucoup elle s'est créée un réseau de contacts. Elle a beaucoup de talent pour poursuivre cette carrière. Alors, je lui souhaite tout le succès. Et je le dis, et je le dis en ondes, ça me fait de quoi de la voir partir parce que c'est une personnalité, une grande personnalité qui quitte notre région. Alors, tout le succès que tu mérites, Cynthia, pour ce nouveau défi. Et puis, il y a eu une activité là, avec les Chevaliers de Colomb de la Pocatière récemment. On est allé chercher avec une vente de pizza, 450 pizzas de 12 pouces quand même, il fallait le faire. C'est la 3e édition de cet événement-là. On est allé chercher 2500 $ qu'on remet à Moisson-Kamouraska. C'est Gérald Beaulieu qui nous a fait parvenir ce communiqué-là. Alors, bravo à Gérald, bravo à toute votre équipe pour ce beau geste de la part des Chevaliers de Colomb de la Pocatière. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, d'abord, une famille en faillite toutes les 15 minutes. Ça, c'est sous la plume de Julien McEvoy du Journal de Québec. Toutes les 15 minutes au Québec, une famille entame des procédures d'insolvabilité, alors que l'an dernier, c'était une famille toutes les 16 minutes. Que ce soit au 15, au 16, au 17 ou peu importe. C'est énorme, c'est beaucoup. Les données du mois de mai du bureau du surintendant des faillites révèlent que 34 342 ménages
québécois ont déposé un dossier au cours des 12 derniers mois, se terminant le 31 mai dernier, une hausse de 1546 sur un an. Et malgré ça, bien, on n'est pas en première position, on est en deuxième position derrière l'Ontario. L'Ontario qui, chaque jour ouvrable, 29 familles québécoises optent pour la faillite pure, tandis que 65 autres choisissent une proposition de consommateur. Alors, mais on nous dit que c'est l'Ontario qui serait en première position. L'endettement des ménages canadiens sur le marché du crédit est passé de 102 % du revenu disponible. Vous avez compris ce que j'ai dit. L'endettement des ménages canadiens sur le marché du crédit est passé de 102 %. Ça veut dire qu'on dépense plus qu'on gagne, c'est ce que je comprends, du revenu disponible en 1994 à environ 175 % en 2024, selon Statistique Canada. Eh bien, bon, ça continue pour Mme Guilbeault, qui est ministre des Transports et de la Santé durable, là, qui n'a pas les choses faciles à son ministère. On dit que, et c'est sous la plume de Rémi Nadeau ce matin, que l'échec du charme à la Société d'assurance automobile du Québec est aussi celui du gouvernement Legault. Québec-Limoges, le grand patron, dans la foulée des révélations de la commission d'enquête sur le fiasco satellite, et probablement qu'on va en entendre d'autres, mais je pense que cette enquête-là était nécessaire. Elle a été commandée par le premier ministre du Québec et elle doit recommencer. Là, ils ont pris une pause pour le temps des vacances et ils vont reprendre au mois de septembre. Et M. Ganant, parce que c'est le président de la commission, qui va rendre ou devrait rendre un rapport au mois de décembre prochain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces hommes là, qui sont accusés de terrorisme ou qui ont été accusés de terrorisme mardi à Québec, qui avaient recruté une quinzaine de membres qui s'entraînaient régulièrement et qui étaient prêts à utiliser la violence pour se défendre contre les forces de l'ordre. Ça fait frémir, ça donne des frissons sur la peau lorsqu'on entend ça. Ils étaient prêts à user de violence. C'est sous la plume de Sarah Maud Lefebvre du Journal de Québec, pas ce matin, mais c'est dans le Journal de Québec. Alors, quand on entend ça ou qu'on lit ça, on se demande dans quelle société on vit. Maintenant, la rupture entre Trump et Musk, très troublante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre parler Suzy Wiles, 68 ans, qui est la première femme à occuper la fonction de chef de cabinet du président des États-Unis, qui se pose la question, cette chef de cabinet, qui ne comprend pas comment la relation entre le président américain et Elon Musk a pu s'envenimer si rapidement au cours des dernières semaines. Bien, c'est pas compliqué. C'est que le gros budget de M. Trump, qui va endetter ou qui endetterait considérablement les États-Unis, bien, M. Musk était en complet désaccord avec ce budget-là. Alors, c'est là que ça aurait parti. Donc, une histoire à suivre parce que on dit que ça ne sera pas facile, surtout que là, M. Musk a l'idée de partir un nouveau parti qui s'appelle le Parti de l'Amérique. Donc, c'est une histoire à suivre, mais ça pourrait se refléter lors des élections de mi-mandat en novembre 26. Ben voilà, ça complète déjà les grands titres de cette émission du vendredi 11 juillet. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Entre autres, je vous invite lundi à nous syntoniser. Vous aurez l'occasion de voir la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée, entre autres. Ben voilà, ça complète. Bon week-end. On se retrouve lundi.